La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. À l'école, on ne nous apprend rien sur les comptes enregistrés, les frais bancaires, ni les placements. Et résultat, la majorité des Québécois manquent de littératie financière et les banques, ils s'enrichissent sur leur dos. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer vos finances, comment éviter de payer des frais bancaires et surtout, comment faire travailler votre argent à votre avantage que vous gagnez 50 000 ou 250 000 par année. Premièrement, je vais présenter la règle du 65-20-15 et en gros, cette règle-là, ça vous permet de déterminer le pourcentage de vos revenus que vous devriez utiliser pour vos besoins essentiels, votre épargne et vos dépenses discrétionnaires. Et en utilisant le système du 65-20-15, ça veut dire que vous devriez utiliser au maximum 65% de vos revenus après impôt pour couvrir vos dépenses de base, ce qui vous laisse à ce moment-là un 20% pour vos placements, votre épargne et 15% pour les achats qui sont non essentiels. Pour faire un exemple facile à comprendre, disons que votre salaire brut, c'est de 70 000 par année. Dans ce cas-là, ça vous laisse environ 50 000 après impôt. Donc, en ce qui concerne les besoins essentiels comme votre loyer, l'électricité, l'épicerie, les assurances, l'essence, les paiements d'auto, le téléphone, tout ça, ça ne devrait pas dépasser 65% de 50 000, ce qui donne 32 500 annuellement. Et si on veut simplifier ça, on peut le mettre sur une base mensuelle. Donc, 32 500 divisé par 12, ça donne des dépenses de base dans les environs de 2 700 $ par mois. Et si le coût total de vos besoins essentiels comme le logement, l'épicerie, tout ça, ça dépasse 65% de vos revenus nets, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que vous vivez peut-être au-dessus de vos moyens et à ce moment-là, il faut ajuster quelque chose. Sinon, on passe aux 15% pour les dépenses discrétionnaires et ça, c'est la partie le fun. C'est là-dedans que tu peux inclure l'abonnement Netflix, les voyages dans le sud, les restaurants, les sorties, les activités avec les enfants, etc. Et dans notre exemple, 15% de 50 000, c'est 7 500 $ par année, soit 625 $ par mois. Et c'est là que la majorité du monde se font prendre, c'est-à-dire qu'ils dépensent sans définir de pourcentage, sans venir contrôler les dépenses non essentielles. Puis après ça, ils se demandent pourquoi il reste rien pour épargner. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important de la règle du 65-20-15, c'est le 20% pour l'épargne et les placements. Et c'est ce 20%-là qui va servir à bâtir votre liberté financière. Au début, ça va servir à accumuler votre fonds d'urgence, mais après ça, votre 20%, ça devient le carburant pour vos investissements pour le long terme. Donc, si on reprend l'exemple avec le revenu net de 50 000, 20% de 50 000, c'est 10 000 $ par année, ce qui veut dire que si vous gagnez 70 000 $ brut, vous devriez investir à peu près 830 $ par mois. Et la beauté derrière la règle du 65-20-15, c'est qu'elle est simple à appliquer. Peu importe votre revenu, les proportions restent les mêmes, c'est juste les montants qui vont changer. Et l'idée derrière ce système-là, c'est surtout de venir prioriser l'épargne en s'arrangeant que, à l'intérieur de votre budget, la portion des dépenses de base et des achats non essentiels, ça ne dépasse pas 80% de votre revenu net, de façon à ce que vous ayez toujours de l'argent à investir à chaque année. Mais encore une fois, la règle du 65-20-15, c'est davantage un repère pour ne pas vivre au-dessus de vos moyens, pour mettre au moins 20% de côté et pour profiter du reste sans vous sentir coupable. Mais une petite parenthèse à ce sujet-là, je tiens à préciser qu'au départ, la règle officielle, c'était 50-30-20.
Donc, c'était 50 pour les besoins essentiels, 30 pour les dépenses de loisirs et 20% pour l'investissement. Mais avec l'augmentation du coût de la vie au Québec, l'augmentation du prix de l'épicerie, des logements, des assurances, tout ça, j'ai changé le 50 pour 65 et à ce moment-là, il fallait que j'enlève un 15% quelque part. Donc, je l'ai enlevé du côté des dépenses discrétionnaires de façon à ce que vous conserviez quand même un 20% pour l'épargne et les placements. Mais ultimement, c'est un guideline. Ça veut dire que si vos besoins essentiels, c'est 60%, ben vous pourriez mettre un peu plus dans les dépenses discrétionnaires ou un peu plus dans votre épargne. Là, ça vous regarde, mais au moins, ça vous donne une espèce de repère général par rapport à la distribution de vos revenus nets. Deuxièmement, je vais vous parler de comment éviter les frais bancaires qui visent particulièrement ceux qui manquent d'argent. Il faut savoir que la plupart des banques canadiennes, elles remboursent les frais mensuels de votre compte chèque si vous maintenez un solde minimum. Par exemple, dans mon cas, il faut que je garde un minimum de 6 000 $ dans mon compte chèque pour bénéficier du remboursement de mon forfait qui est de 30 $ par mois. Et avec ce forfait-là, j'ai un nombre illimité de transactions par mois. Ça rembourse les frais annuels de ma carte de crédit qui sont de 120 ou 150 $ par année. Il y a une protection contre le vol d'identité et j'ai également un taux de change préférentiel pour le dollar US. Mais tout ça pour dire qu'en maintenant mon solde au-dessus de 6 000 $, ben la banque, elle me rembourse mon forfait à 30$ par mois. Donc, en termes de frais bancaires pour mon compte chèque, ça coûte rien. Et automatiquement, vous pouvez en déduire que les banques, elles se remplissent les poches avec le monde qui ont le moins d'argent. Ça va coûter plus cher en frais bancaires pour la personne qui n'a pas les moyens de garder un solde minimum dans son compte chèque que pour la personne qui a assez de liquidité pour garder justement le montant minimum. Et c'est le même principe pour les frais de découvert. Les banques, elles chargent des frais aux clients quand le compte chèque tombe dans le négatif, mais les personnes qui ont de la misère à arriver financièrement, c'est justement eux qui vont se retrouver à devoir acquitter ces frais-là ou à payer pour une protection contre les découverts. Donc c'est malheureux, mais les banques, au niveau des frais bancaires, les plus payants, c'est ceux qui ont le moins d'argent. Mais si on revient au solde minimum pour votre compte chèque, si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de garder 4, 5, 6 000 $ pour économiser 10 ou 20 ou 30 $ par mois, il faut que vous vous demandiez combien vous économisez en frais bancaires au courant de l'année versus combien vous pourriez générer avec le solde qui reste dans votre compte chèque. Et là, attention, je ne parle pas ici d'investir dans le S&P 500 puis de faire du 10% par année. Pour moi, ce 6 000 $-là qui est dans mon compte chèque, il fait partie du fonds d'urgence. C'est un coussin financier. C'est de l'argent qui doit rester liquide et qui doit rester disponible en tout temps si jamais j'ai une dépense imprévue. Le but avec ce cash-là, c'est pas de maximiser le rendement, c'est juste, comme je vous dis, d'avoir un coussin financier. Donc, si on reprend mon exemple, en laissant 6 000 $ dans mon compte, j'économise 30 $ par mois, ce qui donne 360 $ par année, plus le remboursement des frais annuels de ma carte de crédit qui sont de 120 $ par année, ce qui me donne des économies totales de 480 $. Dites-vous que pour générer 480 $ avec 6 000 $, il faudrait que je trouve un placement encaissable qui me rapporte du 8% par année garanti. On s'entend, ce type de placement-là, ça n'existe pas. Encore là, je vous invite à faire l'exercice de votre côté parce que ça dépend de vos besoins en termes de forfait bancaire. Il y en a des moins chers que 30 $ par mois et ça dépend aussi du solde minimum qui est exigé par votre banque pour qu'elle vous rembourse les frais mensuels. Donc, c'est des choses à surveiller. Là, je vais donner mon exemple de mon côté, mais faites-le du vôtre pour voir si ça vaut la peine. Et sinon, les plus gros frais que vous allez payer à votre banque, techniquement, ce ne sont pas des frais bancaires. En fait, ce sont les intérêts sur vos dettes. Il faut savoir que les intérêts que vous payez sur votre solde de carte de crédit, ça ne s'en va pas à Visa ou Mastercard. Le Visa, Mastercard, ils font leur argent avec les commerçants qui payent un frais à chaque transaction. Sinon, de votre côté, quand vous payez des intérêts sur votre carte de crédit, ça s'en va à la banque qui vous l'a remis, que ce soit RBC, TD, BMO. Et avec un taux d'intérêt de 22% par année,
Les clients les plus rentables pour les banques, ce sont ceux qui payent juste le paiement minimum et qui continuent de payer des intérêts pendant des années. Demandez-vous pas pourquoi votre banque, elle vous bombarde d'offres de cartes de crédit ou qu'elle vous propose des marges de crédit personnelles préapprouvées. C'est là-dessus qu'ils font le plus d'argent. Donc avant de penser à investir ou à maintenir un sol minimum sur votre compte chèque, le meilleur move que vous pouvez faire, c'est d'aller clairer votre carte de crédit ou n'importe quelle autre dette qui est avec un taux d'intérêt élevé. Troisièmement, si vous êtes rendu à investir, que vous avez été capable de mettre de l'argent de côté, vous devez savoir dans quel type de compte investir en premier pour venir maximiser vos avantages fiscaux, c'est-à-dire payer le moins d'impôts possible, que ce soit sur vos revenus personnels ou sur les gains de vos placements. Donc, je vais vous partager mon opinion là-dessus. Gardez en tête que je ne suis pas un conseiller financier ni un PF, donc c'est vraiment une évaluation personnelle. Je donne mon avis par rapport au compte enregistré, puis lequel je prioriserai dans chacun des cas. Je vais commencer par ceux qui ne sont pas encore propriétaires. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Le meilleur compte enregistré, c'est le CELIAP, donc le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, parce que ce compte-là, il combine les avantages du CELI et du REER, c'est-à-dire que les cotisations au CELIAP, elles sont déductibles d'impôts, ça va venir réduire votre revenu imposable, et les revenus de placement sont non imposables, même lorsque vous allez retirer les fonds, tant que, évidemment, vous sortez l'argent pour faire l'achat de votre première maison. L'autre chose par rapport au CELIAP, c'est que vous pouvez aussi le combiner avec le RAP qui est le régime d'accession à la propriété qui se fait via le REER, ce qui veut dire que vous pouvez cotiser 8 000 $ par année dans votre CELIAP jusqu'à concurrence de 40 000 $, plus vous pouvez aller rapper jusqu'à 60 000. Donc, quelqu'un qui a maximisé son CELIAP et qui a également le maximum pour son RAP, ben, il va se retrouver avec 100 000 $ pour acheter sa première maison. Et c'est pour ça que je considère que le CELIAP, c'est réellement le compte enregistré le plus avantageux pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires, parce que tu te retrouves avec une combinaison d'avantages fiscaux qui se retrouvent à être utiles pour l'année en cours, puis également lorsque tu vas sortir les fonds. Donc, le CELIAP à ne pas négliger pour ceux qui n'ont pas encore effectué l'achat de leur première propriété. Sinon, si vous êtes déjà propriétaire et que vous gagnez entre 55 et 70 000 par année, vous devriez commencer par investir dans votre REER. La raison est simple, vos cotisations au REER, ça vient réduire votre revenu imposable et ça vous permet de regagner des crédits sociaux. Par exemple, si vous êtes une personne seule, dès que vos revenus dépassent 56 000 par année, ben vous perdez le crédit sur la TPS et même principe pour le crédit de la solidarité au Québec. Dès que votre revenu imposable il passe au-dessus de 63 000, vous n'avez plus droit à ce crédit-là. Donc, en cotisant au REER, vous pouvez récupérer vos crédits sociaux, en plus, évidemment, de faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt tant que ça reste dans votre REER, c'est-à-dire que les retraits vont être imposés, mais tous les gains de placement que vous faites à l'intérieur de votre REER, tant que ça reste là, il n'y a pas d'impôt à payer. Et pour ceux qui gagnent moins de 65 000 $ bruts par année, je prioriserais clairement le CELI avant d'aller cotiser au REER parce que vos revenus imposables sont déjà relativement bas. Donc oui, cotiser à un REER, ça va vous donner un petit retour d'impôt cette année-là, mais au final, avec le REER, vous ne faites que reporter l'impôt à plus tard, c'est-à-dire au moment où vous allez sortir les fonds de votre REER. Et c'est là que plusieurs personnes se font piéger, c'est-à-dire que si une fois rendu à la retraite, vos revenus imposables, incluant les rentes et les retraites de votre REER, si vos revenus imposables ils restent similaires à ce que vous gagnez aujourd'hui, vous n'aurez pratiquement aucun avantage fiscal. Au final, comme je vous dis, vous avez simplement reporté votre facture d'impôt dans le temps. En fait, c'est pire que ça parce que les retraits de votre REER, ben, c'est considéré comme des revenus
revenu imposable. Donc, ça peut réduire vos prestations gouvernementales comme le supplément de revenu garanti. Autrement dit, au lieu d'alléger votre fardeau fiscal, rendu à la retraite, vous risquez de vous retrouver à payer autant d'impôts que l'année que vous avez cotisé votre REER, donc il n'y a aucun avantage fiscal, tout en perdant une partie des prestations auxquelles vous auriez pu avoir droit si vous n'aviez pas fait des retraits à votre REER. Donc, en résumé, le REER, c'est beaucoup plus avantageux du point de vue fiscal quand il y a un écart important au niveau du taux d'imposition durant l'année où vous faites la cotisation par rapport à l'année où vous allez retirer les fonds. Donc, c'est clair que si vous gagnez 50 000 $ ou moins par année, cet écart-là, il est assez négligeable et c'est pour ça que pour les ménages à faible revenu, le CELI m'apparaît comme étant la meilleure option dans le sens qu'il n'y a pas d'impôt à payer sur tous les revenus de placement toute la durée, mais également lorsque vous allez retirer les fonds du CELI, il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Ce n'est pas considéré comme du revenu imposable, donc ça ne va pas venir réduire les rentes que vous recevez du gouvernement. Et pour conclure, pour tous ceux qui font plus de 170 000 par année, la réponse est simple. Vous maximisez vos cotisations dans tous les comptes enregistrés, CELI, REER, R3E si vous avez des enfants, jusqu'à temps que vous atteigniez votre plafond annuel. Et après ça, vous pouvez quand même continuer à investir. C'est juste que ça va se faire via un compte non enregistré. Donc, c'est un compte qui est normal. Et évidemment, dans ce type de compte-là, il n'y a pas d'avantage fiscal. Donc, tous les revenus de placement, que ce soit des intérêts, des dividendes ou des gains en capital, ça va être imposable à la fin de l'année. Donc, un compte non enregistré, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà maximisé les comptes enregistrés, qui ont atteint les plafonds maximum, parce que sinon, oubliez les comptes non enregistrés, c'est beaucoup plus avantageux d'investir dans le CELI, REER ou dans le R3E. Et rapidement, pour terminer l'épisode, le dernier point que vous devez absolument savoir, c'est que vous avez tout intérêt à commencer à investir le plus tôt possible, même si c'est des petits montants. Je vais vous donner un exemple concret. Disons que Mathieu il investit 1 000 $ par année de 20 ans à 30 ans. Après ça, il investit plus rien. Et de l'autre bord, il y a André qui, lui, il attend d'avoir plus d'argent et rendu à 40 ans, il investit 20 000 $ d'un seul coup. Et pour les deux scénarios, on va assumer un rendement annuel moyen de 7%, donc c'est assez conservateur. En faisant le calcul, vous allez constater que le résultat de ça, c'est que rendu à 50 ans, Mathieu, lui, va avoir accumulé environ 53 000 $ en placement, tandis qu'André, lui, quand il va avoir 50 ans, il va se retrouver avec plus ou moins 39 000 $. Donc, je répète, Mathieu, il finit avec 53 000 et André, lui, c'est avec 39 000. Et comprenez bien que Mathieu, il a seulement investi 10 000 $ sur une période de 10 ans, donc à coût de 1 000 $ par année, tandis qu'André, lui, il a mis le double, il a mis 20 000 $ one shot. Et pourtant, c'est Mathieu qui va finir avec plus d'argent rendu à ses 50 ans. Et la raison derrière ça, c'est simple, c'est parce que quand on parle de placement, le temps, c'est votre meilleur allié parce que faut réaliser que l'effet exponentiel des rendements composés, ça se concrétise sur plusieurs décennies et non pas sur quelques années. Donc, la morale de l'histoire, c'est que Mathieu, en ayant investi des petites sommes durant sa vingtaine, au final, il a battu le gars qui a attendu à ses 40 ans pour investir un gros montant. Donc, je réitère que vous devez commencer à investir le plus tôt possible, peu importe le montant. Et je sais qu'au début, ça peut avoir l'air ridicule de mettre 50 ou 100 $ par mois, mais sur une période de 30, 35, 40 ans, c'est hallucinant combien vos rendements vont vous avoir généré d'argent et ça passivement. Donc, ne passez pas à côté de des dizaines d'années de rendement composé parce que, comme je vous dis, dans le domaine de l'investissement, le temps, c'est une des variables les plus importantes. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aimez le contenu, si vous trouvez le podcast pertinent, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.